Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Ça nous concerne tous, les notes à l'école. Va-t-on vers la suppression des notes à l'école? Une grande enquête du CNRS, c'est une enquête qui a tenté l'expérience dans plusieurs lycées et collèges de France qui tenterait à prouver que les inégalités sociales seraient réduites si on supprimait les notes. On en parle aujourd'hui avec Liliana Moyano. Bonjour, vous êtes présidente de la FCPE, c'est la Fédération des conseils des parents d'élèves. Jean-Rémy Girard, bonjour, vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Vous êtes également professeur de français dans un collège des Yvelines. Jean-Marie Bourguignon, professeur de lettres classiques au collège Georges Courteline à Paris. Bonjour, vous avez supprimé les notes dans certaines de vos classes. Et Jean-Paul Mongin, délégué général de SOS Éducation. Bonjour. Nous allons commencer avec Isabelle Régnier, maître de conférence en psychologie sociale au laboratoire de psychologie cognitive de l'université d'Aix-Marseille. Vous avez participé à cette étude rendue publique au début du mois donc par le CNRS et qui préconise l'évaluation des élèves plutôt par leurs compétences que par les notes. Alors racontez-nous comment a été mise en place cette expérience. Oui, bonjour. Alors en effet, cette étude a été réalisée dans l'académie d'Orléans-Tours avec un appui logistique bien sûr très important, nécessaire pour réaliser une étude de cette grande ampleur. Donc grâce aux doyens des inspecteurs d'académie, Alain Diger et puis Madame le recteur Marie Régnier. Donc cette étude a concerné les élèves de 3e. De plusieurs établissements. L'étude avait pour objectif donc de tester l'efficacité d'un dispositif favorisant l'évaluation par compétence avec un usage raisonné de la note. Donc c'était le groupe expérimental en comparaison avec le dispositif classique d'évaluation qui est lui saturé en notes. C'était le groupe témoin. Donc déjà une petite précision, cette évaluation par compétence n'était pas synonyme de suppression totale de la note. Il y avait encore des notes, bien sûr un petit peu moins, et ce qui prévalait c'était l'évaluation par compétence. Et avec cette étude, en comparant ces deux méthodes, nous avons regardé sur plusieurs indicateurs si à la fin de l'année, il y avait un certain nombre de différences qui apparaissaient entre le groupe expérimental et le groupe témoin, en ce qui concerne notamment les représentations que les élèves se font de la signification de la note, des contrôles en cours, sur leur stratégie d'apprentissage, sur leur motivation à apprendre, et enfin sur les résultats aux épreuves standardisées du brevet. Combien d'élèves ont fait partie de cette étude? Plus de 1600 élèves ont fait partie de cette étude-là. Et les conclusions semblent plus probantes sur les mathématiques que sur les autres matières. Alors en effet, il y avait 3 disciplines qui étaient ciblées par cette étude, le français, l'histoire-géographie et les mathématiques. Et effectivement, les résultats les plus probants sont obtenus en mathématiques, où là on voit qu'en effet, à la fin de l'année, il y a de vraies différences qui apparaissent entre le groupe témoin, c'est-à-dire l'évaluation par les notes habituelles, et le groupe expérimental avec l'évaluation par compétences. On se rend compte en effet qu'à la fin de l'année, les élèves qui ont eu l'évaluation par compétences sont davantage centrés sur leurs apprentissages, sur les efforts à réaliser pour améliorer tel ou tel savoir-faire. Ils ont également une conception peut-être un petit peu plus saine du climat de classe, c'est-à-dire que le climat de classe ce n'est pas simplement un lieu de sélection et d'évaluation, mais c'est un lieu où on valorise les apprentissages et puis on comprend aussi que les erreurs font partie intégrale des apprentissages. Et puis notamment de vrais résultats intéressants au niveau des épreuves standardisées du brevet en maths. On réduit de moitié l'écart de performance que l'on observe habituellement entre les élèves d'origine sociale défavorisée et favorisés, ce qui est en effet un résultat intéressant et encourageant et qui invite à poursuivre l'expérience. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Jean-Marie Bourguignon, vous avez supprimé les notes, vous faites le même constat? Alors racontez-nous comment ça s'est passé déjà, parce que vous êtes dans ça se passe pour quel type d'élèves, quelle classe? On travaille avec une 6e. Ouais. Et puis on a, depuis 3 ans maintenant, on a supprimé les notes et on fait un travail par compétence. Et donc ce que j'ai entendu là nous conforte dans l'expérimentation. On observe en effet un certain nombre d'améliorations de comportement face aux apprentissages. On a une baisse de stress aussi, une meilleure implication dans les apprentissages. Comment vous notez?
Alors, on établit une liste de compétences à travailler, on les présente. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est des couleurs? Alors là, en l'occurrence, ce sont des couleurs. Ouais. Mais sur d'autres niveaux de classe, on va faire un pourcentage de réussite qu'on peut convertir ensuite en moyenne trimestrielle. Donc il y aura quand même des notes à la fin? C'est pas en 6e, il n'y a pas de notes du tout, mais sur d'autres niveaux de classe, oui, on continue à mettre des notes. Oui, les parents d'élèves, comment ils réagissent à ce type de notation? Écoutez, en tout cas pour notre fédération, nous avons toujours revendiqué un autre regard vis-à-vis en fait de l'évaluation. Et il nous semble effectivement que ce qui est très important, les parents en général, il faut sortir un peu de la caricature, et ils sont pas pour les notes ou contre les notes, ils en ont besoin de comprendre où on est leur enfant, où on est l'élève, qu'est-ce qui reste à apprendre. Et donc, si vous voulez, ces expérimentations-là, nous aussi, nous confondons dans l'idée, effectivement, qu'il faut sortir de cette caricature-là. Aujourd'hui, les parents, c'est la seule possibilité, le seul élément qu'on leur donne pour avoir un peu un élément de compréhension du niveau des apprentissages de leur enfant. Donc, il faut effectivement y aller vers autre chose parce que, comme ça a été dit, ça enlève un grand stress. Et au niveau du climat de la classe, c'est très important d'être plutôt sur les compétences. Alors, Jean-Rémy Girard, vous ne partagez pas du tout, vous, ce... Alors en fait, le gros problème, c'est qu'on part de ce qu'on appelle une étude, mais en fait, cette étude, non seulement elle n'a pas été publiée, mais elle n'est même pas encore rédigée. Donc, les concepteurs de l'étude peuvent raconter ce qu'ils veulent. On n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit, de savoir comment ont été composés les groupes témoins, si c'est vraiment scientifique ce que l'on a fait. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que nous, au SNALC, nous avons des adhérents qui ont participé à ces expérimentations dans l'Académie d'Orléans-Tours et qui nous ont fait remonter la chose que quand on a fait les bilans, on ne les a pas invités aux réunions de bilan alors qu'ils étaient les professeurs de la classe et qu'ils participaient à l'expérimentation, qu'on a invité que les professeurs qui étaient favorables et qu'on a en fait balayé toutes les choses qui pouvaient être négatives et qu'ensuite on a véhiculé tout ça en disant c'est formidable, c'est formidable. Alors quand un professeur de français dans l'expérimentation n'est pas invité à la réunion pour signaler que tous les élèves moyens se sont effondrés dans l'expérimentation qui a été menée, je crois qu'on a un vrai problème d'évaluation dans l'éducation nationale. C'est ça la chose. En fait, il y a des collègues comme mon collègue ici qui sont motivés, qui font des choses et qui ont bien raison de les faire s'ils y croient. Mais ensuite, on se retrouve avec une institution qui veut absolument transplanter ça partout de la même manière, sans véritablement réfléchir à ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. C'est peut-être plus la motivation des collègues qui fonctionne que le fait de mettre des couleurs, des notes, des croix ou quoi que ce soit. Oui, vous, évidemment, vous êtes sur ce... on va essayer de rappeler Isabelle Régnier, parce que je voudrais bien qu'elle réponde. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une polémique sur le fait que l'enquête n'avait pas, que cette étude n'avait pas été publiée. Donc, eux répondent que c'est normal, qu'il faut du temps. Mais alors, pourquoi en parle-t-il Voilà, c'est-à-dire qu'on attend de l'étude. Je me permets justement d'ajouter que dans la présentation de cette étude qui a été faite sur le site officiel du rectorat de l'académie concernée, l'ensemble du propos est à charge contre les notes. C'est il faut changer l'évaluation produit de l'exclusion. Et Madame Régnier elle-même parlait des classes qui étaient traditionnellement saturées de notes. C'est une option que de dire que les classes sont saturées de notes. Alors Isabelle Régnier, vous êtes en ligne avec nous ? Oui, donc je vous répète, puisque vous n'avez pas entendu Jean-Rémy Girard, dit que en fait cette étude n'a pas été publiée pour le moment, et ensuite que certains enseignants, en l'occurrence qui appartiennent au SNALC, n'ont pas été conviés lors du bilan qui a été fait de cette étude, des professeurs qui, pour le coup, étaient beaucoup moins enthousiastes sur les résultats. Alors écoutez, les premiers résultats de cette étude ont été communiqués aux différents établissements qui ont participé à l'étude. Donc c'était le vendredi 4 mars à l'Académie d'Orléans-Tours. Cette première restitution des résultats, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'étude n'est pas encore publiée, a permis donc de montrer qu'il y avait des résultats encourageants en mathématiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Néanmoins, les résultats sont moins probants pour ce qui concerne le français et l'histoire-géographie. Et donc ces premiers résultats invite évidemment à poursuivre l'étude. C'est le processus classique lorsqu'on réalise une étude scientifique. Et donc, l'étude va se poursuivre dans les 2 années à venir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en français et en histoire géo et pour voir bien sûr si nous pouvons répliquer les résultats obtenus en mathématiques. Oui.
Ça confirme exactement ce que je dis, c'est-à-dire que, en fait, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit. Non seulement c'est partiel, mais en plus, on ne peut absolument pas systématiser quoi que ce soit, puisque là, on a 2 disciplines sur 3 sur lesquelles ça ne marche pas, et qu'on soit bien d'accord, les expérimentations qui ont été menées en fait dans toutes les disciplines, dans les classes, sur toutes les disciplines. On a des professeurs d'éducation musicale, etc., qui étaient aussi là-dedans. Et finalement, on se dit, attention, on a peut-être trouvé quelque chose sur un point sur les mathématiques, alors hop, d'un seul coup, il faut supprimer les notes. Scientifiquement, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai quand même un problème avec le fait qu'on mette ça sous le patronage du CNRS. Moi, dans CNRS, le S veut dire scientifique. Là, on n'est absolument pas dans le scientifique. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Isabelle Régnier ? Alors d'abord, j'insiste bien, dans l'étude à proprement parler, il n'y avait que 3 disciplines concernées, puisque dans ces 3 disciplines, nous avons pu mettre en place tout un ensemble d'indicateurs pour avoir justement des éléments de comparaison entre le groupe témoin et le groupe expérimental, ce qui n'était pas le cas pour les autres disciplines où effectivement certains établissements ont pu introduire l'évaluation par compétences. Ensuite, vous savez, le bien fondé de la méthodologie d'une étude scientifique n'est pas conditionné par les résultats qu'elle obtient. C'est tout à fait normal lorsqu'on réalise des études d'avoir des éléments qui fonctionnent dans certaines disciplines et qui fonctionnent un petit peu moins dans d'autres. Et il se trouve que nous avons quand même des éléments un petit peu de réponse pour comprendre pourquoi ça a fonctionné, en tout cas pourquoi l'évaluation par compétence a donné des éléments favorables en mathématiques et peut-être moins dans les 2 autres disciplines, parce qu'il se trouve qu'en effet, en mathématiques, les enseignants pratiquent depuis peut-être un petit peu plus longtemps l'évaluation par compétences, ce qui était moins le cas pour les enseignants de français et d'histoire-géographie. Donc finalement, on avait des enseignants qui étaient un petit peu plus opérationnels en mathématiques pour mettre en place cette évaluation par compétences, contrairement aux autres disciplines. C'est pour cette raison que nous avons besoin de temps pour que les enseignants se familiarisent avec cette méthode, qui, je le rappelle, ne consiste pas à supprimer les notes. Bien au contraire, l'évaluation par compétences, c'est également une évaluation, mais qui est bien plus rigoureuse et bien plus détaillée que l'évaluation simplement par la note, puisque l'évaluation par compétences, rappelons ce que c'est quand même, l'évaluation par compétences nécessite d'établir une liste des connaissances et des savoir-faire que les élèves, à un niveau donné, dans une discipline donnée, doivent maîtriser. Et cette évaluation par compétences consiste à réaliser différents contrôles tout au long de l'année, d'ailleurs bien plus de contrôles que ce qu'il existe avec les notes habituellement. Et à l'issue de chaque contrôle, les élèves reçoivent une grille qui fait la liste donc de l'ensemble des connaissances et savoir-faire qui sont censés être évalués par les exercices, et ils ont une information très claire sur ce qu'ils maîtrisent, ce qu'ils ne maîtrisent pas encore, ce qui contribue à dire qu'il y a peut-être une maîtrise partielle, mais ils doivent encore davantage faire d'efforts et travailler tel point spécifique pour s'améliorer. Merci donc, Isabelle. Sur les apprentissages. Isabelle Régnier, je suis obligée de vous interrompre. C'est l'heure de retrouver l'essentiel de l'info dans quelques minutes, et puis on continue ce débat tout de suite après. À tout de suite. D'accord. Ça nous concerne, la suppression des notes, ou en tout cas un mode d'évaluation différent des élèves. Liliana Moyano, je voulais que vous m'expliquiez, moi j'ai pas bien saisi ce que nous disait Isabelle Régnier tout à l'heure sur l'évaluation par compétence. Il me semble qu'une note c'est plus clair. Si vous avez 3 sur 20 à un devoir de maths, vous savez que vous ne maîtrisez pas l'étape de multiplication, vous savez que vous ne maîtrisez pas la division. C'est plus clair que d'avoir un rouge ou un orange. Non, c'est absolument pas plus clair. Ce qui est important et ce qui est intéressant dans l'évaluation par compétences, c'est ce qu'on explicite beaucoup plus. Effectivement, et puis on part aussi de l'idée qu'un élève évolue, qu'il ne s'arrête pas, qu'il n'est pas estampillé à cette note et à cet examen avec ce chiffre, mais qu'il évolue. Et le fait d'évaluer par compétence permet vraiment d'expliciter beaucoup plus les choses. Ça demande effectivement plus de travail aux enseignants et plus de dialogue aussi avec les parents pour comprendre et pour essayer d'affermir, de pousser et de renforcer là où l'élève n'a pas bien compris. C'est vraiment un changement de regard. C'est pas on sanctionne, c'est comment on peut faire évoluer l'élève. C'est plus cette approche-là. Jean-Marie Bourguignon, concrètement, oui, racontez-nous, vous, dans votre classe de 6e, qu'est-ce que ça change ?
Alors, sachant, c'est-à-dire que comment dirais-je, on travaille la discipline non pas en tant que c'est un tout difficile à atteindre, de devenir bon en français, c'est vaste, pour certains élèves c'est loin, et donc en fait on va diviser, décoder la discipline en fonction en différentes attentes plus claires, comme par exemple qu'est-ce que c'est, je dois savoir ce que c'est qu'un genre littéraire ou connaître les genres littéraires. Donc ça peut être une compétence, maîtriser la notion de genre littéraire, la pratiquer également. Et on va ensuite, en même temps, donner un certain nombre de critères de réussite qu'on va essayer d'expliciter. Tout le travail, en fait, toute la démarche intéressante dans l'évaluation par compétence, c'est la démarche d'explicitation et de clarification des indicateurs de réussite pour les élèves. Donc, ils vont pouvoir s'emparer les uns après les autres. Donc, en fait, vous avez, pour les élèves en difficulté ou les élèves moyens, vous avez en fait un petit travail par étape, progressif, qu'ils arrivent à mieux à appréhender. Ouais. Et en fait, vous avez, pour certains élèves comme ça, la discipline devient plus facile à appréhender. Mais c'est pas une méthode d'enseignement plus qu'une méthode de notation qui est en cause? Si, c'est une méthode d'enseignement. C'est absolument une méthode d'enseignement. Vous pouvez parler, Jean-Paul Mongin, oui. Oui, moi il y a quelque chose quand même sur lequel je voudrais revenir, c'est que ça fait plus de 40 ans qu'on parle de cette histoire de suppression des notes. Sous Edgar Faure, on proposait de passer une notation A, B, C, D, c'était moins traumatisant pour les élèves, et puis très vite les professeurs s'en sont emparés, ont mis des A+, des B+-, des choses comme ça, parce qu'on a de toute façon besoin d'une évaluation. Alors ensuite, l'évaluation, évidemment qu'elle doit être bienveillante, évidemment qu'elle doit être explicite et qu'elle doit permettre la progression des élèves, mais elle doit être aussi lisible pour les parents. Et quand je vois aujourd'hui les livrets de compétences tels qu'ils remontent des classes de mes enfants, avec des dizaines et des dizaines d'items dont je ne comprends pas à quoi ils correspondent, et tout est soit acquis, soit en cours d'acquisition, je me dis où est-ce qu'il y a un problème, où est-ce que je dois agir pour aider mon enfant là où il a des véritables problématiques. Donc oui, c'est intéressant de faire des expérimentations, oui, c'est intéressant que des équipes pédagogiques s'emparent de la question de l'évaluation en cohérence avec leur projet. Mais pourquoi vouloir appuyer depuis la rue Grenelle sur un bouton en supprimant partout une méthode d'évaluation qui est par ailleurs plébiscitée par d'autres enseignants et par d'autres parents? Pourquoi ne pas laisser une certaine autonomie dans ces politiques d'évaluation, dans ces démarches pédagogiques aux établissements? L'étude ne propose pas de supprimer les notes. On peut tout à fait être dans une démarche compétence, dans un travail par compétence, et puis associer des notes aux critères de réussite, réussi ou pas. C'est pas la question. Oui, mais c'est ce qu'on dit. C'est que justement, en fait, le problème, c'est qu'on a des professeurs engagés dans des expérimentations diverses. Nous aussi, on a des professeurs chez nous qui sont engagés dans des expérimentations qui ne sont pas forcément de même nature, et qu'à l'arrivée, on se retrouve à dire... Alors en fait, les notes c'est pas bien, faut les supprimer. C'est pas du tout ce que les professeurs font d'ailleurs dans leur classe, c'est pas du tout forcément ce qu'ils cherchent à démontrer, mais à l'arrivée, c'est le ministère qui dit on va faire comme ça parce que le ministère a décidé un jour que les notes c'était pas bien. Voilà, et ça se finit par ça, et on finit par dire faut supprimer les notes, alors qu'on a une fois encore absolument aucun fondement scientifique de quelque nature que ce soit. On peut parfaitement expliciter tout ce que l'on voudra dans toutes les disciplines en utilisant une notation chiffrée, et on a connu des dérives monstrueuses sur des livrets de compétences avec 98 items qui étaient rédigés dans un langage, un parfait charabia, jargonnant, quelque chose mais d'illisible, et d'encore plus illisible pour des parents qui eux-mêmes parfois sont en difficulté avec la langue française. Et alors là, de ce point de vue-là, entre avoir 3 sur 20, 14 sur 20 et avoir en cours d'acquisition sur la maîtrise des genres littéraires, je peux vous assurer que les parents, ils comprennent le premier, ils ne comprennent pas toujours le second. Donc écoutez, une fois de plus, il faut sortir de la caricature. Les parents ne plébiscitent pas une chose ou une autre. Les parents, ce qu'ils veulent savoir, et ce qui les intéresse, c'est où on est leur enfant, où on est l'élève, qu'est-ce que l'on peut faire pour l'aider à progresser, et ce lien avec le professeur, et comprendre véritablement la pédagogie et la méthode du professeur. C'est ça qui est important. C'est pas, donc il faut un petit peu sortir de la caricature, et pour revenir à tout à l'heure, bien évidemment que cette mode d'évaluation, cette manière d'évaluation, c'est aussi, ça met en place une autre pédagogie, un autre type de travail plus collaboratif, et pour traduire ça dans les classes. C'est très important. Et si vous voulez, et il faut effectivement que l'on sorte de cette caricature-là, ce n'est pas les notes, c'est où on est l'élève et comment on peut le faire, comment on peut expliciter les choses et comment on peut faire pour l'aider à progresser. Excusez-moi,
je ne veux pas verser dans la caricature, mais l'année dernière, à la même période, il y a eu une conférence de consensus sur l'évaluation qui a rendu ses conclusions à Najat Vallaud-Belkacem et qui préconisait de supprimer les notes. Donc on était bien dans une démarche de suppression et pas dans une démarche de réflexion pédagogique extrêmement nuancée qui est celle que vous semblez promouvoir. Mais ça s'appelait une conférence de consensus. Il n'y avait pas de consensus. Il n'y avait clairement pas de consensus. C'est quoi? Le consensus, ça veut dire une réflexion élaborée dans le temps. Mais bien sûr, décision. Mais alors, très clairement, quand on voit la dynamique de la politique éducative, je ne vais pas faire un tableau complet, mais on ne cesse, si vous voulez, de proposer, au nom de la lutte contre les inégalités sociales, des instruments qui opèrent finalement un nivellement par le bas. Et la suppression des notes, c'est l'aboutissement de ça. C'est comment est-ce qu'on va réussir à casser le thermomètre pour faire tomber la fièvre. Moi, je trouve ça véritablement catastrophique. Écoutez, c'est parfaitement honteux d'émettre, de dire que la lutte contre les inégalités, c'est un nivellement par le bas. Parce que vous pensez que l'école aujourd'hui, elle marche bien? Vous pensez que le collège qui laisse 150 000 élèves du côté, ça marche bien? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'école primaire où on ne note quasiment plus, elle marche de moins en moins bien, elle, pour le coup. Il y a 20% d'illettrisme à l'entrée en 6e. Et pourtant, là, on a supprimé les notes, hein, sacrément. Donc, la lutte contre les inégalités, c'est pour vous égal à nivellement par le bas. Vous voulez savoir quand est-ce que les enfants ils sont tous égaux? C'est ça le nivellement par le bas, la lutte contre les inégalités? Vous voulez savoir quand est-ce que les enfants ils seront tous illégaux? Non mais répondez-moi, c'est ça la lutte illettrés, madame. C'est ça la lutte contre les inégalités? Alors attendez, pas tous en même temps. Le but de l'école, ça n'est pas de résorber toutes les inégalités, c'est de permettre à chaque enfant d'aller jusqu'au bout de ses possibilités. Et c'est très très différent. C'est-à-dire que celui qui part avec des difficultés, on va l'emmener de la manière la plus exigeante possible où il peut aller. Et celui qui peut monter comme une fusée, il doit pouvoir monter comme une fusée. C'est ça le but de l'école. C'est pas d'amener tout le monde à zéro. La lutte contre les inégalités, c'est pas amener tout le monde à zéro, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce que vous constatez dans vos classes? Est-ce que les élèves, justement, il y a moins de compétition? Moi, j'ai fait les deux. J'ai longtemps évalué avec des notes et ça fait maintenant longtemps que j'évalue par compétence et que je travaille par compétence. Et je vois les élèves, les bons élèves, ont à cœur de valider absolument toutes les compétences, de faire du 100% de réussite tout le temps. Ce qui change, c'est qu'avec ce mode de travail, cette démarche d'explicitation, où tout est clair, tout est clarifié, tous les implicites sont clarifiés, ce qui change, c'est pour les élèves faibles et les élèves moyens. C'est qu'ils ont des outils plus pratiques, plus faciles, plus abordables, mieux conceptualisables pour avancer un petit peu. Pas forcément. En fait, c'est tout le problème, c'est que ce qui va fonctionner. Attends, si vous permettez, je termine. Moi, et du coup, parce que. Regardez, je vous coupe. Mon fils a été élève dans une classe de Monsieur Bourguignon expérimental. Il en parle jusqu'à aujourd'hui. Il avait beaucoup aimé. Voilà, c'est un de vos. C'est formidable. Voilà. Mais moi, ce que j'observe, c'est que en fait, tout le monde en bénéficie, ou pratiquement tout le monde en bénéficie. Les bons élèves continuent à être bons, et puis quant aux autres, on a une meilleure cohérence. On lutte contre le décrochage, on lutte contre le stress. Voilà, c'est tout. Après, et d'ailleurs, c'est ce que semble dire l'étude que vous contestez. Mais enfin, ceux qui ont travaillé par compétence, et y compris avec des notes, ceux qui ont travaillé par compétence ont tendance à avoir un résultat qui est un peu meilleur. Mais en quoi, j'ai toujours pas compris, je suis désolée, mais je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, en quoi le fait de travailler par compétence vous empêche de noter? Mais ça n'empêche pas de noter. Je vois pas c'est un choix. La corrélation entre la preuve ça n'empêche pas de noter. Si vous mettez à une compétence 4 ou 5 critères de réussite, vous pouvez mettre 4 points par critère de réussite et vous avez une note. Mais donc c'est pas le débat. C'est pas le débat. Le débat, l'évaluation par compétence. En revanche, ce qui se passe, c'est que les usages avec les notes, c'est que très souvent, vous avez une note et ensuite les critères de réussite où la compétence travaillée est implicite. Il y a plein d'enseignants qui vont expliciter et les élèves vont pouvoir refaire, etc. Je stigmatise personne. Mais souvent, l'usage, en fait, c'est vous avez une note et ça suffit pour indiquer quelle compétence a été travaillée, etc. Et c'est pas assez clair. C'est pas forcément. Enfin voilà. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un système où des collègues vont très très bien expliciter en mettant des notes chiffrées, parce qu'à un moment on a quand même l'impression qu'il y a des collègues qui mettent une note chiffrée en haut à gauche de la copie et qui balancent la copie. C'est pas du tout ça qui se passe. On soit bien d'accord. Quand on a un contrôle, quand on fait des exercices, etc., on précise ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, note ou pas note. Et de l'autre côté, on peut se retrouver avec des expérimentations par compétences qui explosent en plein vol. On a des sixièmes sans notes qui ont complètement explosé, où ils ont arrêté tout de suite parce que ça ne marchait plus du tout. Donc une fois encore, ce n'est
pas généralisable et nous, on défend la liberté pédagogique des enseignants. Ceux qui veulent travailler par compétences, qui pensent que ça fonctionne et qui ont des résultats avec des parents d'élèves qui apparemment sont contents, mais qu'ils le fassent. Si à côté, il y a des professeurs qui fonctionnent très très bien avec des notes chiffrées et qui ne font pas des grands tableaux de compétences et qui y arrivent bien aussi, on en connaît et on en connaît beaucoup, qu'ils le fassent aussi. Nous, ce que l'on ne veut pas, c'est qu'on ait le ministère de l'Éducation nationale qui s'appuie sur des pseudo-études pour dire faut faire comme ci, faut pas faire comme ça. Alors, on va aller à Toulon. Linda Huré et Philippe Fontalba sont allés dans une classe, dans une école justement, où on note avec des couleurs. Regardez. La 6N21, je connais le vocabulaire des opérations, tu as eu acquis. Donc dans la première petite case ici, tu peux mettre du bleu. Plus de notes sur 20, mais une couleur pour évaluer les élèves. Dans cette classe de 6e du collège Péresque à Toulon, les résultats chiffrés ont disparu dans toutes les matières. C'est désormais à partir d'une grille de compétences que les adolescents sont évalués. Le bleu, c'est qu'on a acquis. Et le vert, c'est presque acquis. Et le orange, c'est en cours d'acquisition. Et le rouge, c'est non acquis. C'est à l'initiative de professeurs et à titre expérimental que les notes ont été supprimées dans toutes les classes de 6e. Selon les enseignants, l'évaluation est beaucoup plus précise et surtout plus motivante pour les élèves. Enfin, moi, ça me décourage quand j'ai des notes en chiffres. Et quand c'est une mauvaise note, souvent l'élève s'identifie à la mauvaise note et dit « je vaux un 3 », alors que non, pas du tout. Là, on va beaucoup plus détailler les savoirs. Finalement, il y a des choses qui sont acquises et d'autres pas encore. L'expérience est déjà bien perçue, notamment par les élèves de cette classe de 5e qui ont déjà été évalués par ce code couleur toute l'année dernière. Ce qui a disparu aussi dans l'ambiance de classe, c'est la compétition entre les élèves. Où un élève qui cumulait les notes en dessous de 10 était souvent stigmatisé. Quand on a un 0 par exemple, on se sent un peu nul, alors que quand on a un rouge, on se dit que c'est juste non acquis. Dans le Var, 2 autres établissements pratiquent l'évaluation par compétences. Certains souhaiteraient généraliser cette expérimentation. Au collège Péresque, désormais, ce sont près de 150 élèves qui ne ramènent plus de notes à la maison. Ça vous a fait sourire, ce sujet ? Oui, parce que je trouvais ça très très caricatural. L'élève qui avait moins de 10 et qui se retrouvait stigmatisé, évidemment qu'il y a une approche bienveillante possible avec la note chiffrée. En revanche, quand je voyais ce tableau plein de petites couleurs, moi comme parent d'élève, je suis désolé, je ne comprends pas là où il faut que j'insiste avec mon enfant. Peut-être que vous pouvez expliquer. Non mais absolument. Il faut reconnaître que ça simplifie pas les choses. Dans un premier temps, je suis absolument d'accord avec vous. Les livrets de compétences, c'est vrai que c'est complexe. Le travail au quotidien, c'est vrai qu'il devient complexe. On entre dans une démarche d'explicitation d'abord pour soi. Qu'est-ce que c'est que sa discipline? Qu'est-ce qu'on attend dans sa discipline? Qu'est-ce qu'on exige des élèves dans sa discipline? C'est pas toujours facile. Savoir ce que c'est aider les élèves à produire un écrit littéraire ou à être sensible à des enjeux esthétiques dans un texte, etc. C'est pas simple. C'est vrai qu'il y a toute une démarche qui est complexe et on n'est pas formé à ça, on n'est pas habitué à ça. On est habitué à un système de notation qui n'était pas celui-là. C'est vrai que dans un premier temps, c'est complexe. C'est vrai. Mais je pense que ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est exactement le point central, c'est la question de la formation des enseignants. Puisque là, vous dites que par cette approche par compétences, vous êtes parvenu en quelque sorte à reproposer aux élèves une forme d'expérience littéraire et à vous interroger sur les modalités de la transmission de cette expérience littéraire. Peut-être que c'est sur la formation justement des enseignants qu'il faut instituer pour remettre cela au cœur, puisque c'est bien le cœur d'un cours de littérature, plutôt que sur tel ou tel protocole d'évaluation qui serait universalisable à l'ensemble du territoire et des dom-toms. Oui. Alors effectivement, là, ce qui a été dit et ce qui est très important dans ces témoignages, c'est sortir l'élève de l'identification « je vaux 3 en maths ». Je vaux ça. Et d'ailleurs, c'est la phrase un peu quand l'élève, votre fils rentre de l'école, vous lui dites pas qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris en maths ou en français, tu en as eu combien. Donc voilà, c'est sortir vraiment de cette approche réducteur. Une notion aussi importante dans ce qui a été dit, c'est on sort de cette compétition féroce entre élèves. Alors, il comptait pas rouger les points verts. En positionnement. On soit bien d'accord. On sort de celle-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émulation. Mais si vous voulez, c'est une émulation bienveillante et c'est vraiment quelque chose qui s'est construit dans la classe en ensemble. Ça explicite. Ça peut vraiment beaucoup. Certains vous diront que la société dans son ensemble n'est pas bienveillante, que la vie est une compétition. Oui, et vous pensez que ça fonctionne bien comme ça? En tous les
cas, là où ça peut avoir un vrai problème, on a vu ça. Effectivement, on est sur des projets de société différents. On a vu des vrais soucis parfois dans ces évaluations par compétences, où quand on commençait vraiment à transformer un travail, un devoir en une sorte de tableau avec multiplication des compétences, il y avait toujours des choses en vert, parce qu'il y avait des compétences qui étaient effectivement, entre guillemets, assez simples. C'est plutôt bien pour l'élève. Ça avait l'air bien comme ça, sauf que quand on regardait réellement le travail fait, en fait, le travail n'était clairement pas bon. C'est-à-dire que les parents qui vont regarder ça un peu rapidement aussi, parce qu'ils vont pas forcément avoir le temps de détailler tous les items, ils vont se dire oh bah ça va, il y a beaucoup de verts, bon là il y a un point rouge, ça va, sauf que le point rouge c'est la maîtrise de la langue. Voilà. Et on se retrouve avec un moment où on se demande si certains types d'évaluations par compétences, finalement, ne mentent pas, ne donnent pas de fausses impressions et ne sont pas en train de mettre sur le même plan des choses qui ne sont pas sur le même plan, avec des choses qui sont fondamentales, primordiales, et d'autres qui sont complètement accessoires. Et à l'arrivée, on risque de se retrouver au lycée et après dans les études supérieures pour ceux qui y vont, avec de sacrées surprises. Ouais, et après, à Pôle emploi. Quand on n'a que du rouge, par exemple, est-ce que c'est pas démotivant? Est-ce que vous n'avez pas observé ce phénomène-là? C'est-à-dire, bon, bah, c'est rouge, c'est un peu comme si j'avais 3 tout le temps, quoi. D'abord, ça n'arrive presque jamais, parce que ça n'arrive presque jamais que des élèves n'aient rien acquis, en général, ils sortent de primaire, ils ont fait le job, Alors, on n'est pas forcément dans les mêmes types d'établissements, non plus. Il y a un certain nombre de choses qu'ils savent, les collègues précédents ont travaillé, ils ont appris des choses, donc c'est très rare que les élèves arrivent en 6e. 20% d'entre eux, en tout cas 20% de ceux qui arrivent en 6e. Il y a un problème de maîtrise de la langue, de la lecture, du code écrit, etc. Non, ça c'est sûr. Il y a un travail, on a une mission, on est là pour quelque chose, c'est sûr. Après. Moi, par exemple, monsieur signalait que oui, en effet, dans une évaluation, il y a toujours du vert, et pour les parents, c'est pas simple. Il est vrai que l'évaluation par compétences a tendance à observer et à évaluer des compétences qui sont négligées par l'école. Donc après, c'est toute une question de politique et puis de ce qu'on veut. Est-ce qu'il n'y a que la maîtrise de la langue qui doivent être évaluées? Dans ce cas-là, c'est quand même. Non, mais pardon, mais est-ce que la maîtrise de la langue ou par exemple, je sais pas, la culture patrimoniale, enfin, je ne sais pas. Enfin, il y a en fait, un citoyen, c'est complexe. Et puis il y a tout un tas de compétences. Il faut être capable de travailler avec les autres. Il faut être capable de s'organiser. Il faut être capable de mener une recherche. Il faut être capable de mener un projet. Alors évidemment, la maîtrise de la langue, c'est essentiel. La culture patrimoniale, c'est essentiel. Il faut le travailler aussi. Mais l'évaluation par compétences a tendance à avoir d'autres choses aussi essentielles. Lire, écrire, compter, c'est quand même la base. C'est essentiel. Quand même la base. Voyez, on en arrive, j'ai une anecdote personnelle, un enseignant en primaire d'une de mes filles et faisait des fautes d'orthographe gravissimes. Donc les parents se sont mobilisés et on nous a répondu ah bah oui mais il avait un bon projet pédagogique. Donc le type il maîtrise pas la langue mais il a un bon projet pédagogique, ça veut dire qu'il est sympa, qu'il sait faire des trucs. Sauf que nous ce dont on avait envie c'est que nos enfants sachent lire et écrire. C'est ce que tous les parents ont envie. Mais les parents ils ont envie aussi que les élèves, leurs enfants n'aillent pas à l'école la boule au ventre et qu'ils sortent là en disant voilà je ne comprends rien. Si vous voulez, ce qui est important aussi derrière cette question des notes, c'est la question de l'évaluation et c'est la question effectivement d'une sorte quand même de révolution pédagogique parce que ça implique beaucoup plus d'explicité. Global. Voilà, excusez-moi, permettez de finir. Ça demande effectivement d'une approche beaucoup plus globale, beaucoup moins sectionnée, au contraire, elle est beaucoup plus sectionnée par compétences. Elle est beaucoup plus sectionnée. Et qui implique un travail beaucoup plus transversale et effectivement une approche de la part des enseignants et de la part des familles et un travail avec un dialogue beaucoup plus soutenu avec les familles pour expliciter les choses. Mais on sort, si vous voulez, c'est quand même drôle d'entendre ces crisper sur des choses qui quand même ne fonctionne pas si bien que ça, cette question. Donc, est-ce que c'est la note ou l'ensemble? C'est pas le système d'évaluation qui fonctionne pas. C'est pas le système d'évaluation. Une fois encore, en primaire, il y en a quasiment plus de notes chiffrées. Le primaire n'a jamais aussi mal fonctionné. C'est un ensemble, mais il faut sortir effectivement de cette identification. Je vote. Mais là, on est dans une idéologie. Le jour où on aura généralisé le rouge, le jaune et le vert, effectivement, les élèves diront, bah voilà, je vaux du rouge. Ce sera effectivement comme ça. Quand on a un système qui fonctionne de manière globale, effectivement, tout le monde l'assimile. Là, c'est parce qu'on est dans des expérimentations qui sont menées que d'un seul coup, ça change. C'est comme la première fois qu'on a amené une télé en salle de classe. D'un seul coup, waouh, il y avait une télé en salle de classe. Aujourd'hui, on amène un écran en salle de classe, ça surprend plus personne. C'est vraiment pas ça le problème. Le problème, on est sur des problèmes de recrutement, de formation des enseignants et une fois encore, d'un ministère de l'Éducation nationale qui a un prisme purement
idéologique. C'est ce qu'on a vu avec la réforme du collège, où maintenant on vous dit vous êtes obligé de travailler sur des projets qui font tant d'heures sur tel thème avec tel collègue. Alors qu'on a des tas de projets interdisciplinaires aujourd'hui qui marchent très bien et on les met dans des petites cases et à l'arrivée ça va fonctionner moins bien que ça ne fonctionne aujourd'hui. On n'arrête pas de faire ça, on n'arrête pas de faire des choses pour que ça fonctionne finalement moins bien que ça ne fonctionnait avant. Et c'est complètement stupide, hein, parce que, une fois encore, les vraies études menées par le ministère de l'Éducation nationale, elles montrent quoi ? Elles montrent que ça descend, elles montrent que ça baisse. Oui, chaque année, le niveau, les études PISA montrent que le niveau baisse. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un problème global. Il y a un problème global et effectivement, il est temps de réformer. Oui, oui, le problème est le fruit de 40 ou 50 ans de révolution pédagogique, comme vous en parlez. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un avion en perdition et l'équipage se dit on va arrêter de regarder l'altimètre et on va proposer aux passagers de voter pour évaluer la situation. Voilà ce que une école qui exclut et qui fait 150 000 décrocheurs par an, c'est ce système-là. On doit persister dans l'erreur, c'est bien. Les deux systèmes cohabitent dans votre établissement. Absolument. Oui. C'est-à-dire que vous notez par couleur et les autres, d'autres enseignants avec les notes. Et comment on fait la moyenne ? Il n'y a pas de moyenne dans la 6e sans note. En revanche, ce qu'on observe, c'est les progrès de l'élève par rapport à lui-même. Il y a le premier trimestre, par exemple, fait un bilan sur ce que sait faire l'élève. Et au deuxième trimestre, on regarde si sur telle ou telle compétence, les élèves ont progressé. Et on sort du groupe comme référence. On ne regarde pas l'élève, comment il se situe dans le groupe. On regarde l'élève s'il a progressé par rapport à lui-même. Et ça, c'est aussi plus positif. C'est quelque chose qu'on fait très bien sans les compétences. Aujourd'hui, on n'a souvent plus de moyenne générale, on n'a souvent plus de classement. On peut y arriver parfaitement, note, pas note. Une fois encore, c'est vraiment ce qu'on va enseigner et comment on va l'enseigner qui est déterminant. Là, on s'amuse avec l'évaluation. Et des classements, il y a des établissements où ça marche très bien. Merci à tous les quatre. Tout de suite, le journal sur LCI.